Puis en regardant le documentaire Rire pour guérir qui a été diffusé à TFO, c'est là que j'ai pris connaissance de la déconnexion émotionnelle. Ouais. Puis avant qu'on se connecte, avant que tu arrives, j'ai demandé à Marc s'il avait vécu ça lui aussi. Puis toi, t'expliquais dans le documentaire qu'à un moment donné, vous veniez de vous faire attaquer, vous étiez en Afghanistan, puis ton réflexe, ça a été de faire des jokes. Hein, Ouais. raconte-nous cet épisode-là. En fait, même physiquement, si je peux donner une image, j'étais tellement excité d'avoir passé au travers. Dans ce cas-là, c'était une embuscade. J'étais tellement content que je sautais sur place. Je sautais et j'étais excité d'aller connecter avec mes pères qui avaient vécu la même chose. Et jamais j'aurais pu penser que quelqu'un avait vécu ça autrement que moi, mais à ce moment-là, tu prends pas connaissance de tous les dommages et des blessures. Donc, la façon dont je l'ai pas processé, ça s'est fait de façon automatique, mais c'était de l'euphorie, je me tapais dans les mains parce que j'avais eu peur de mourir. Tu sais, ça a été vraiment ça. Et le syndrome post-traumatique s'est développé plus tard. Je pense pas il a été initié par un seul événement, mais c'est une série d'événements. Euh, mais je sais pas, je suis tombé dans ma tête, José, je suis Ah, je désolé, disais mais parce que ton réflexe, ça a été comme, ben c'est là que tu expliquais la déconnexion ouais. émotionnelle, tu sais, Ça a puis été ce qui m'a dans le mot service militaire, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. C'est cette déconnexion émotionnelle-là qui s'est fait, je pense, petit à petit, puis des fois un petit peu plus dans des événements davantage traumatiques. Et de ne pas ressentir les émotions, ça peut être très efficace au niveau de la nature du travail de ouais. militaire, de policier, de pompier. Cependant, ça laisse des grands vides dans ta vie personnelle. Tu sais, j'ai souvent, j'ai souvent cherché beaucoup l'amour, l'affection, euh, et elle était probablement là, mais sans que je sois capable de le ressentir. Puis la beauté de m'avoir dirigé vers les arts de la scène, puis ça, c'était vraiment pas anticipé de ma part, parce que j'ai fait de la psychothérapie quand même longtemps, puis je continue à en faire une fois par mois, ça fait maintenant presque 10 ans. Ben, euh, j'ai réalisé qu'avec les arts de la scène, je me reconnecte davantage sur les émotions, des émotions agréables, mais ce qui fait en sorte que cette reconnexion-là me reconnecte aussi avec des choses qui étaient probablement pas traitées, qui émergent. Puis là, je peux en parler présentement. Là. Mes nuits sont difficiles de ce temps-ci parce que justement, je suis comme une boule d'émotions qui essaie de gérer tout ça. Il y a des choses qui refont surface. Puis même à un certain point, José, j'ai pensé peut-être me retirer un peu de la scène, retourner en psychothérapie pour aller traiter des choses qui semblent être de plus en plus envahissantes OK. alors qu'on se parle. C'est une drôle de question, mais c'est une bonne nouvelle que ça ressorte, tout ça? C'est Ben, moi, je vois ça positivement parce que je suis très bien supporté par les anciens combattants. Les services sont au rendez-vous. C'est sûr que d'anticiper une nouvelle phase thérapeutique, ben, je sais à quel point ça fait mal, je sais à quel point c'est envahissant, je sais à quel point ça laisse des traces aussi sur ton environnement. Puis pour le moment où est-ce que tu es dans la thérapie, ben, il y a à peu près juste ça qui existe. Donc, ce qui goûte bon dans la vie, c'est ce qui te fait avancer pour les moments difficiles. Donc, pour le moment, je vais essayer de gérer les signes et symptômes avec OK. une partie de la pédagogie que j'ai appris au travers de la Ouais. maladie puis du rétablissement, parce que je suis capable d'en faire un bon bout tout seul, mais il est possible que je sois obligé d'être accompagné parce que justement, les grandes émotions des grandes scènes me virent à l'envers positivement, mais me virent à l'envers aussi négativement. Puis, je sais pas, Marc, les autres vétérans, peut-être qui passent un moment difficile aussi de ce temps-ci, parce que là, on voit que le conflit israélo-palestinien est rendu dans notre cours chez nous. Donc, d'être exposé à ça vient Oui. solliciter, vient Oui. être un déclencheur pour certaines choses que moi j'ai Oui. vécues,
qui étaient traitées, mais qui sont toujours existantes, là. J'aimerais ça qu'on l'aborde tantôt, cet aspect-là. Là. C'est clair que ça doit venir remuer beaucoup de choses Ouais. là, chez des militaires. Puis ça fait 2 conflits back-à-back avec l'Ukraine et la Russie. Oui, oui. Celui-là, conflit un peu plus loin de chez nous, dans le sens que la population semblait être unanimement envers le cessez-le-feu, la fin de la guerre. Oui. Et là, on rentre dans un nouveau conflit qui je crois, nous appartient pas, mais que les Canadiens sont appropriés d'une certaine façon. Je veux dire, je suis pour et je suis contre à la fin. On n'est pas là pour exposer qu'est-ce que je pense de ça. Mais le fait qu'ici, au Canada, maintenant, on est rendu avec un conflit de cette nature-là qui met en opposition les citoyens comme anciens militaires, comme vétérans qui a un problème de santé mentale, ça vient me chercher. Oui. Marc, pour la déconnexion émotionnelle, tu t'es rendu compte de ça à partir de quand, toi, de ton côté? Ben, j'ai une longue histoire de déconnexion émotionnelle, tout simplement pour faire de la médecine, puis faire de la médecine d'urgence en plus, qui est si tu veux, c'est le summum du stress avec la chirurgie, là, parce que le chirurgien aussi est stressé parce que quand il s'embarque dans une patente puis que ça va pas comme il veut, là, alors la même chose. Donc l'urgence, j'ai fait une dizaine d'années de soins intensifs en plus. Déjà, il fallait que je sois déconnecté un peu de mes émotions. Tu peux pas fonctionner si tu laisses libre cours à tes émotions. Fait que j'ai l'habitude d'enfermer dans le coffre. Tu sais, quand je sais pas, moi, il est 16 heures l'après-midi, la veille de Noël, puis tu t'en vas dire à un moment que le petit garçon qu'elle avait donné un bec sur le front pour l'envoyer à l'école le matin, ben il reviendrait plus jamais. Puis si elle voulait venir identifier le corps, s'il vous plaît. Donc, tu t'habitues à te séparer de tes émotions. Donc, la guerre n'a pas été, la guerre n'a pas été un facteur très déclenchant, là. C'était déjà présent, ce phénomène-là, chez moi. Et je me suis aperçu, à un moment donné, il va sonner une dernière fois, puis c'est fini. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu une sonnerie comme ça. C'est une sonnerie de vieux, je pense. Oui. Moi, je peux le dire. J'imagine le téléphone encadrant, là, tu sais. C'est quasiment ça. C'est la sonnerie qu'on a choisie parce qu'elle nous tombe sur les nerfs et elle nous énerve. Oui. Donc, le détachement émotionnel, il m'a été mis en pleine face quelques mois après mon retour, lorsque mon épouse, un soir, à un moment donné, a donné un coup de poing sur la table avec les mots religieux appropriés en disant « Bon, c'est fini, je suis plus capable, j'en ai mon voyage, je sac mon camp. » Et puis dans ma tête, je suis resté très calme, évidemment. Dans ma tête, ça a fait « Ah bon, j'aurais jamais pensé que ce serait comme ça que notre couple finirait. » Tu vois si c'est intéressant, hein? Regardons ça, toi. Alors donc, moi, ma façon de me détacher, c'était « Ah bon. » Et d'ailleurs, il y a une psychologue avec laquelle je travaillais, pas une qui me soignait, mais qui disait, quand tu dis « Ah, c'est intéressant », ça veut dire que tu te détaches intellectuellement. Elle avait vu ça tout de suite. OK. Et il y a un détachement intellectuel. L'autre chose aussi, c'est qu'on est habitué, comme urgentologue, je suis certain les chirurgiens aussi, tu te lances quelquefois dans une procédure. Là, le patient, il est là, il est vivant, puis il respire, puis bon, il va pas bien, mais il faut que tu interviennes. Et pour intervenir, il va falloir que tu paralyses le patient, que tu l'empêches de respirer. Puis si tu n'es pas capable de prendre les gestes que tu étais supposé prendre, c'est-à-dire l'intuber ou prendre contrôle de sa respiration, ben tu viens de le tuer. Alors, ça fait sécréter beaucoup d'adrénaline. Et on sait que post-adrénaline vient une certaine euphorie. Donc, une fois que tu l'as intubé, là, tu viens tout euphorique, là, et il faut que tu apprennes à contrôler ça. Et ça, toutes ces choses-là étaient déjà faites. Je voudrais revenir à une chose que Steven a dit tout à l'heure. Il disait qu'on parlait de shell shock. Shell shock, pour le PTSD, c'est une définition qui a été appliquée aux vétérans de la Première Guerre. Alors, eux autres, ils étaient dans des tranchées, puis là, à un moment donné, quand le bombardement commençait, là, ça pétait. Et on s'est aperçu avec la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, même si on n'y a pas participé, les médecins y ont participé pareil, puis la science médicale a participé. Et on s'est aperçu
que les commotions, et on s'est aperçu de ça aussi dans la Ligue nationale de football américaine, que les grosses commotions, bang, un coup de poing sur la gueule, tu tombes, t'es knocké, ou bang, une explosion, t'es knocké, ou un plaqué, puis t'es knocké complètement. Ça, c'est de moyen à sévère comme commotion. Mais les micro-commotions, les toutes petites, ceux-là que les joueurs de ligne subissent, jeu après jeu après jeu, où t'es ébranlé un petit peu, c'est ceux-là qui finissent par causer collectivement du dommage, qui donne l'encéphalopathie chronique post-traumatique. Et on s'est aperçu, ça c'est les neuropsychologues, ceux-là qui font de la psychologie puis de la neurologie en même temps, qu'il y a un overlap entre les gens qui ont des commotions répétées et les gens qui ont des stress post-traumatiques. Et donc, il y a une confusion entre les deux. Les symptômes, à un moment donné, deviennent les mêmes, puis les conséquences au niveau cérébral, quand on fait des IRM à ces gens-là, des résonances magnétiques, on s'aperçoit qu'il y a c'est pas bien défini. Et il faut savoir aussi que le choc post-traumatique, là, il n'y a pas une radiographie, puis il n'y a pas une prise de sang qui peut te dire ça. C'est un paquet de symptômes sur lesquels les psychiatres se sont entendus, les psychiatres américains d'abord, puis canadiens, puis européens, se sont entendus pour construire un syndrome avec ça, dire, bon, ben ça, si tu as ces symptômes-là, tu as probablement un syndrome post-traumatique. Mais il y a de ces symptômes-là qui relèvent aussi des micro-commotions cérébrales répétées. Alors, la science comme Steven disait tantôt, c'est pas juste un événement, ça peut être l'accumulation Ça peut. Il y a deux sortes de chocs post-traumatiques. Il y a le gars qui conduit son 53 pieds tranquillement, pas vite, sur la route 132, puis à un moment donné, il y a un gars qui s'en vient dans l'autre sens, puis il décide que c'est le matin qu'on a fini, puis il se tire carrément en face de la vanne. D'ailleurs, j'ai perdu une amie comme ça. Elle a attendu que la vanne s'en vienne, puis là, elle s'est mise devant. Et ça, c'est un événement que j'ai déjà eu à traiter, la jeune femme. Une histoire, c'est pas que je veux faire là, du sensationnalisme, mais cette histoire-là m'avait beaucoup marqué en Bosnie. Un militaire, lui, là, ce qui l'avait vraiment comme atteint, c'est qu'il y avait, puis sûrement vous avez entendu ces histoires-là, là, mais des femmes qui étaient comme clouées, éventrées avec le bébé qui sortait, là. Fait que ces images-là, là, ça le hantait, là, incroyablement, là. Ouais, c'est un de mes amis qui est tombé là-dessus. Comme 22, là. C'est lui qui est arrivé le premier là-dessus. Okay. Et donc, tu as des gens qui ont un événement. Mais les militaires, les policiers, les urgentistes, le personnel des urgences, les premiers répondants, ce qui nous cause nos syndromes post-traumatiques, nous autres, c'est des petits chocs répétés. Ben, des petits chocs. Un de ces chocs-là, un civil serait peut-être même pas capable de résister, là. Mais nous, on est de quelque façon préparés à ça, puis un petit peu sélectionnés. C'est une sélection non naturelle, là. Ceux-là qui sont pas capables de faire face à des gros stress, ils sont enlevés de la circulation, etc. Donc, ceux-là que tu envoies là, à la guerre, là, c'est des gens qui ont fait leurs preuves puis qui ont déjà démontré qu'ils sont tough pas mal.